Colonel, vous devez vous éloigner de la table de la défense. Le policier militaire porta la main à ses menottes. Je ne me tairai pas sur ce que vous avez fait. La femme noire, en uniforme de prisonnière, restait défiant. Madame, vous êtes en outrage à cette cour martiale. Les officiers murmuraient à propos de la commandante de la Delta Force tombée en disgrâce. Vous avez vendu la vie de soldats américains pour payer des frais médicaux en Suisse. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le général Thompson s'approchait de ses portes et que les 3 soldats que tout le monde pensait morts marchaient juste derrière lui. Avant de nous plonger dans cette histoire poignante de courage et de trahison au plus haut niveau de notre armée, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Cette histoire vous rappellera pourquoi l'intégrité est importante, même lorsqu'elle coûte tout. Bonne lecture. Les menottes métalliques se refermèrent autour des poignets du colonel Jasmine Rivers dans un cliquetis qui résonna dans la salle d'audience silencieuse de la base aérienne d'Andrews. 23 ans de service militaire irréprochable, une médaille d'honneur, 2 étoiles de bronze et la distinction d'être la première femme noire à commander la Delta Force. Tout cela n'avait plus aucune valeur désormais. « Vous avez le droit de garder le silence », récita l'officier de la police militaire, mais Jasmine n'écoutait pas. Ses yeux sombres brûlaient de rage, tandis qu'elle fixait le panel d'officiers qui venait de détruire sa carrière. « Je ne me tairai pas, » dit-elle d'une voix qui tranchait la tension comme une lame, « pas quand vous avez vendu la vie de mes soldats pour le profit. » La salle d'audience explosa. Les journalistes militaires prenaient frénétiquement des notes. Les officiers s'agitaient nerveusement sur leurs sièges. Le juge, le colonel Benjamin Clark, frappa plusieurs fois son marteau. « Colonel Rivers, vous faites outrage à la cour. » Mais Jasmine continua de parler, même lorsque 2 policiers militaires s'approchèrent pour l'escorter hors de la salle. « Général Hayes, Major Collins, Capitaine Foster, vous savez ce que vous avez fait. Ces garçons sont morts parce que vous leur avez donné du matériel défectueux, des gilets pare-balles chinois qui se déchirent, des radios qui tombent en panne quand les balles sifflent. » Sa voix s'éleva jusqu'à devenir un cri qui résonna dans toute la salle. « Vous avez vendu le sang des Américains pour payer des factures médicales en Suisse. » Le général Richard Hayes était assis dans la tribune, le visage pâle comme la neige en hiver. Ses mains tremblaient, tandis qu'il serrait sa canne, la même qu'il utilisait depuis qu'il avait perdu sa jambe en sauvant des enfants irakiens 15 ans plus tôt. Alors que les policiers militaires l'attirèrent vers la sortie, Jasmine fit un signe discret de la main, 3 doigts pressés contre sa paume, puis pointés vers le plafond. N'importe quel membre de la Delta Force aurait reconnu ce signe. Opération compromise, preuve sécurisée. Les portes se refermèrent derrière elle, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfait. Dehors, les caméras attendaient comme des vautours. Le soir même, son arrestation ferait la une de toutes les chaînes d'information américaines. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 3 de ces soldats supposés morts étaient bien vivants, cachés dans des refuges à travers le pays. Et les preuves qu'elle avait rassemblées étaient déjà entre les mains de quelqu'un qui pouvait réellement faire quelque chose. La vraie guerre ne faisait que commencer. Jasmine Rivers, 8 ans, collait son visage contre la vitre froide de leur appartement, regardant son père rentrer à pied après sa double journée à l'usine automobile. Le quartier Brewster Douglas n'était pas sûr après la tombée de la nuit, mais papa rentrait toujours à la maison. Ce soir-là, c'était différent. 3 voitures de police l'encerclèrent au coin de Saint-Antoine et Brewster. Jasmine regarda son père lever les mains, l'air perplexe. Puis le premier coup de matraque s'abattit. « Mama Rose !» cria Jasmine en appelant sa grand-mère. Rose Williams, 68 ans et dure comme l'acier, se précipita vers la fenêtre. Elle avait marché aux côtés du Dr King à Selma 20 ans plus tôt et avait survécu aux émeutes de Détroit en 1967. Plus rien ne lui faisait peur, mais voir son gendre se faire tabasser par des flics corrompus lui faisait trembler les mains. « Pourquoi font-ils du mal à papa ?» murmura Jasmine. « Parce que certaines personnes utilisent leur pouvoir pour faire du mal au lieu d'aider, » répondit Mama Rose en serrant Jasmine contre elle. « Mais souviens-toi de ceci, ma petite fille. Parfois, il faut savoir plier pour ne pas rompre. Mais tes racines, tes valeurs, elles restent solides quoi qu'il arrive. » Le passage à tabac dura 5 minutes. Quand il prit fin, le père de Jasmine gisait immobile sur le béton. La police est partie sans appeler d'ambulance. 3 heures plus tard, il est mort à l'hôpital général de Detroit. Le rapport officiel indiquait
qu'il avait résisté à son arrestation lors d'une enquête sur le trafic de drogue. La vérité, c'est qu'il avait vu ces mêmes policiers prendre de l'argent à des dealers et qu'il voulait le faire taire. Lors des funérailles, Jasmine, âgée de 8 ans, a fait une promesse devant le cercueil de son père. Elle rejoindrait le système qu'il avait trahi, mais elle le changerait de l'intérieur. Mama Rose lui serra la main. « Tu feras de grandes choses, ma fille. Je le sens. » 12 ans plus tard, Jasmine était major de sa promotion au lycée technique Cass. Elle avait des notes parfaites, une assiduité irréprochable et une bourse complète pour l'académie militaire de West Point. Sa motivation était simple, protéger les personnes abandonnées par le système. Le général Richard Hayes était assis dans la salle d'attente de l'hôpital Johns Hopkins, fixant sa prothèse de jambe. 15 ans plus tôt, ce morceau de métal avait remplacé la jambe qu'il avait perdue en sauvant une école remplie de fillettes irakiennes d'un kamikaze. Le médecin est sorti avec les résultats des examens qui allaient tout changer. « Je suis désolé, général, la tumeur a grossi. Sans traitement agressif, Linda a peut-être 6 mois à vivre. » Hayes a senti son monde s'écrouler. Linda, sa femme depuis 32 ans, la mère de ses filles Sarah et Rebecca, était en train de mourir d'un cancer du cerveau. « Quelles sont nos options ?» a-t-il demandé. « Il existe un traitement expérimental en Suisse, une immunothérapie personnalisée. Elle s'est révélée prometteuse, mais elle n'est pas prise en charge par Tricard. Chaque séance coûte 50 000 $. Il vous en faudrait au moins 16. 800 000 $. Hayes gagnait bien sa vie en tant que général, mais pas autant. « On trouvera une solution, » dit-il à Linda ce soir-là, en lui tenant la main pendant qu'elle dormait. Mais comment? La réponse vint 2 semaines plus tard, lorsque Marcus Chen, de Sentinel Defense, lui rendit visite à son bureau du Pentagone. « Général, nous savons que vous avez des frais médicaux. Nous pouvons vous aider. » Chen lui expliqua le marché. Approuver des contrats pour du matériel militaire. L'équipement fonctionnerait très bien, mais coûterait un peu plus cher que d'habitude. L'argent supplémentaire serait versé sur des comptes médicaux en Suisse. Une efficacité de 95% contre 98%, dit Chen. Un risque minimal pour un bénéfice maximal. Hayes pensa à Linda, à Sarah, 28 ans, qui venait de commencer sa carrière médicale, à Rebecca, 25 ans, toujours en colère contre son père conservateur qui avait du mal à accepter son mode de vie. Il pensa aux soldats qui utiliseraient cet équipement, des hommes et des femmes de bien qui lui faisaient confiance pour prendre les bonnes décisions. Mais ensuite, il pensa à Linda mourante, et son choix fut clair. « Que dois-je signer ?» demanda-t-il. Ce soir-là, Hayes regarda la médaille d'honneur accrochée au mur de son bureau. Il l'avait gagnée en sauvant des vies à Fallujah. Aujourd'hui, il s'apprêtait à risquer des vies pour sauver celles qui comptaient le plus pour lui. Le premier contrat fut approuvé le lendemain matin. Des gilets pare-balles provenant d'une entreprise chinoise au lieu du fournisseur américain habituel. Les économies réalisées permettraient de payer le premier mois de traitement de Linda. Il se dit que c'était un risque calculé. Au final, le calcul serait bon. 6 mois après le premier contrat, le général Hayes avait perfectionné son système. Chaque mardi, Marcus Chen de Sentinel Defense envoyait des propositions d'équipement. Chaque mercredi, Hayes les approuvait en tant qu'achat d'urgence, qui échappait aux procédures de contrôle habituelles. Les chiffres étaient simples. Les gilets pare-balles américains coûtaient 300 $ pièce. Les contrefaçons chinoises coûtaient 100 $. Hayes approuvait les équipements chinois à 900 $ pièce. Les 600 $ supplémentaires étaient versés sur des comptes médicaux suisses. Un risque acceptable, se disait Hayes en examinant les rapports sur les pertes. Le nombre de soldats tués n'avait pas augmenté de manière significative. Les gilets pare-balles contrefaits fonctionnaient la plupart du temps. Le major Collins et le capitaine Foster, les auditeurs militaires, faisaient en sorte que tout se passe bien. Hayes leur avait versé 100 000 $ chacun pour accélérer les approbations. Il ne posait jamais de questions sur les prix gonflés. « Monsieur, une autre commande urgente », dit Collins en apportant des documents à signer à Hayes. 2000 casques pour un déploiement à l'étranger. Hayes signa sans lire. Les casques se fissureraient sous l'impact au lieu de dévier les balles, mais les économies réalisées permettraient de payer les 3 prochains traitements de Linda. Pendant ce temps, Chen s'affairait à construire un réseau plus vaste. Les cliniques suisses qui recevaient les paiements appartenaient à des hommes d'affaires russes. L'argent que Hayes pensait utiliser pour sauver sa femme
servait en réalité à blanchir l'argent de groupes criminels internationaux. Chaque paiement médical déclenchait des virements automatiques vers des comptes aux îles Caïmans, puis vers des sociétés écrans en Europe de l'Est. Sans le savoir, Ace finançait les mêmes terroristes que ses soldats combattaient à l'étranger. Le docteur Werner, à Genève, se moquait bien de savoir d'où venait l'argent. Les traitements de Linda étaient réels, et ils fonctionnaient. Les tumeurs avaient diminué de 30%. Le traitement est remarquable, a déclaré Linda à Ace lors d'un appel vidéo depuis la clinique. Je me sens plus forte chaque jour. Ace a souri, refoulant sa culpabilité. Tout cela en vaudrait la peine si Linda survivait. Mais en Afghanistan, le sergent Marcus Cole posait des questions dangereuses. Les gilets pare-balles fournis à son unité s'étaient déchirés lors d'une fusillade. 3 soldats avaient été blessés parce que leur protection avait failli. « Cet équipement est de la camelote », avait déclaré Cole à son chef d'escouade. « Quelqu'un essaie de nous faire tuer. » Cole avait commencé à prendre des photos des numéros de série et des étiquettes du fabricant. Ce qu'il avait trouvé dans un complexe taliban abandonné allait tout changer. Caché dans une boîte en métal, il y avait des factures de Sentinel Defense. Les contribuables américains avaient payé 900 $ pour des gilets pare-balles qui en coûtaient 100 à fabriquer. « Nous devons en informer le colonel Rivers », a déclaré Cole, sachant que leur commandant exigerait des réponses. Il ne se doutait pas que le fait de remettre ces preuves à Jasmine mettrait toutes leurs vies en danger. 3 semaines plus tard, le colonel Jasmine Rivers se tenait dans la salle de briefing de la base aérienne de Bagram, en Afghanistan. Son unité Delta Force avait été chargée d'une mission de sauvetage d'otages. Des entrepreneurs américains étaient retenus par des combattants talibans dans un complexe montagneux. « Extraction standard », a expliqué l'officier du renseignement. « Entrez rapidement et sortez nos hommes. » Jasmine observa son équipe. Le sergent Marcus Cole, le caporal Diego Martinez et le soldat Tyler Anderson étaient ses meilleurs soldats. Ils travaillaient ensemble depuis 2 ans, sans avoir perdu un seul homme. Ce qu'elle ignorait, c'est que le général Thompson surveillait son unité depuis des mois. Des rapports étranges concernant des défaillances d'équipement étaient parvenus à son bureau. Il avait discrètement ordonné la surveillance de toutes les opérations impliquant du matériel potentiellement compromis. « Tenez-moi informé de l'état de la mission de Rivers », dit Thompson à son assistant. « Quelque chose ne va pas ici. » À l'aube, l'équipe de Jasmine partit avec l'équipement défectueux, approuvé par Ace. En quelques minutes, les problèmes commencèrent. « Colonel, la radio est coupée par intermittence », rapporta Cole pendant leur approche. « Moi aussi », ajouta Martinez, « je vous entends à peine. » Pendant l'assaut du complexe, tout alla de travers. Le gilet pare-balles de Martinez se déchira en 2 lorsqu'il fut touché par des balles de fusil. Seule la réaction rapide d'Anderson lui sauva la vie. Le casque de Cole se fendit sous l'impact d'éclats qui auraient dû ricocher. Un morceau lui entailla le front et le sang coula dans ses yeux. « Cet équipement est de la camelote !» cria Anderson en tirant Martinez à couvert. Mais le véritable choc est venu lorsqu'ils ont nettoyé le complexe. Caché dans une pièce à l'arrière, Cole a trouvé des documents provenant de Sentinel Defense, des factures montrant que l'armée américaine avait payé 9 fois le prix réel de leur équipement. « Colonel, vous devez voir ça !» a crié Cole. Jasmine a tout photographié avec son téléphone. Les numéros de série, les listes de prix, les dates de livraison. Les preuves étaient accablantes. « Quelqu'un nous vole !» a-t-elle déclaré, et fait tuer des soldats au passage. Pendant l'extraction, leur hélicoptère fut pris sous un feu nourri. Les pilotes signalèrent des problèmes mécaniques avec les systèmes de navigation qui étaient pourtant censés être de qualité militaire. « On est des cibles faciles ici », dit le pilote par radio. De retour à la base, Jasmine téléchargea les photos sur un disque dur crypté. Elle en fit des copies et les cacha à 3 endroits différents. Cette nuit-là, Cole, Martinez et Anderson la rejoignirent en privé. « Madame, nous avons discuté, » dit Cole. « Quelqu'un doit répondre de cela. Nous avons failli mourir à cause d'un équipement bon marché. »« Je m'en occupe, » promit Jasmine. « Mais gardez cela secret, jusqu'à ce que je sache à qui je peux faire confiance. » Aucun d'entre eux ne savait que leur communication était surveillée, ni que Ace avait déjà ordonné leur élimination. Le compte à rebours vers la catastrophe avait commencé. Le général Thompson était assis dans son bureau du Pentagone, examinant les communications interceptées.
Depuis 6 mois, il suivait des anomalies dans les contrats militaires. Il avait désormais la preuve que quelqu'un avait ordonné l'élimination de soldats américains. « Monsieur, nous avons un problème », rapporta son officier du renseignement. 3 soldats de l'unité de Rivers ont été marqués pour être éliminés, ce soir. Thompson réagit rapidement. Il avait passé 30 ans dans les forces spéciales et savait comment ces choses fonctionnaient. Si Hayes voulait des témoins morts, il serait mort dans les heures qui suivaient. « Lancez l'opération Lazarus », ordonna Thompson. Protocole d'extraction complet. À 21 heures, Marcus Cole se dirigeait vers sa voiture après avoir dîné avec des amis. Un SUV noir s'arrêta à côté de lui. « Sergent Cole, montez. Votre vie est en danger. » Cole reconnut les hommes comme étant des agents des services secrets militaires. Ils lui montrèrent des ordres signés par Thompson et la preuve que ses freins avaient été sabotés. « Quelqu'un veut votre mort, » expliqua l'agent. « Nous sommes là pour vous garder en vie. » 2 heures plus tard, Diego Martinez fut retrouvé inconscient dans son appartement. Les ambulanciers qui arrivèrent n'étaient pas de l'hôpital local, mais des hommes de Thompson. L'overdose était réelle, mais ils avaient préparé l'antidote. « Il va s'en sortir », a déclaré le médecin. « On lui a injecté de l'héroïne de force, mais nous sommes arrivés à temps. » Tyler Anderson a été le plus difficile à sauver. Au cours d'un exercice d'entraînement nocturne, il a tout simplement disparu. Son unité l'a porté disparu, présumé mort dans un accident d'entraînement. La vérité était tout autre. L'équipe de Thompson l'avait intercepté pendant l'exercice, quelques secondes avant qu'une balle de sniper ne mette fin à sa vie. « Désolé pour la brutalité », a déclaré le chef de l'équipe d'extraction à Anderson, « mais quelqu'un a essayé de vous tuer. » Les 3 soldats ont été emmenés dans des refuges séparés à travers le pays. Les morgues militaires ont reçu les corps d'hommes sans-abri morts de causes naturelles. Les dossiers dentaires ont été modifiés. Les certificats de décès ont été enregistrés. Pour le monde entier, Cole, Martinez et Anderson étaient morts. Accident de voiture, overdose, accident d'entraînement. Jasmine a appris la nouvelle alors qu'elle était aux États-Unis, en train de préparer son rapport sur les défaillances du matériel. Les 3 appels téléphoniques se sont succédés en l'espace de 6 heures. « Je suis désolé, colonel. Le sergent Cole est décédé dans un accident de voiture. »« Madame, le caporal Martinez a été retrouvé mort d'une overdose. » Colonel Rivers, le soldat Anderson, est décédé pendant l'entraînement. Chute accidentelle. Jasmine s'effondra dans ses quartiers, submergée par le chagrin et la culpabilité. Ses meilleurs soldats étaient morts, et elle savait pourquoi. Ils avaient été tués pour avoir découvert la vérité. Ce qu'elle ignorait, c'est que Thompson observait sa réaction à travers les caméras de sécurité. Son désespoir sincère confirmait qu'elle ne faisait pas partie du complot. « Elle est clean », dit Thompson à son équipe. « Mais ne lui dites rien. Son chagrin doit paraître réel. » Les pièces d'échecs se mettaient en place pour la partie finale. 3 jours après avoir enterré ses soldats, Jasmine Rivers était assise dans la cuisine de sa grand-mère à Détroit. Mama Rose, âgée de 86 ans, regardait les mains de sa petite-fille trembler tandis qu'elle buvait son café. « Ils ont tué mes garçons, Mama Rose », murmura Jasmine. « Cole, Martinez, Anderson, tous morts parce qu'ils ont trouvé des preuves de corruption. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda la vieille femme. Jasmine sortit une épaisse enveloppe. « Je pars en guerre, mais d'abord je dois protéger ces preuves. » Au cours de la semaine suivante, Jasmine créa un réseau de preuves cachées. Elle loua un coffre-fort à la Wells Fargo de Détroit au nom de Mama Rose. Elle y déposa des copies des factures de Sentinel Defense, des photos du matériel défectueux et des documents financiers. Une deuxième copie fut remise à Robert Chen, un avocat civil à Washington spécialisé dans les affaires militaires. « Si quelque chose m'arrive, remettez ceci au Washington Post », lui dit-elle. La 3e copie fut remise à Sarah Mitchell, une journaliste d'investigation qui posait des questions sur les contrats militaires. « Gardez cela », lui dit Jasmine. « Vous saurez quand vous en aurez besoin. » La 4e copie était destinée au colonel James Butler, un officier à la retraite de Quantico qui avait été le mentor de Jasmine à West Point. « Monsieur, si je meurs, cela doit parvenir aux bonnes personnes. » La dernière police d'assurance était une lettre scellée contenant des instructions détaillées, remise au père Miguel Santos de l'église catholique Saint-Augustin, près du Pentagone. « Mon père, si vous n'avez pas de mes nouvelles dans 6 mois, ouvrez cette lettre. » Mais le paquet le plus important était destiné à Mama Rose. « Ma petite fille, qu'y a-t-il là-dedans »
demanda sa grand-mère en tenant la clé USB cryptée. Tout ce dont ils ont besoin pour détruire les gens qui ont tué mes soldats, répondit Jasmine. S'il m'arrive quelque chose, apporte ça directement au général Marcus Thompson au Pentagone. Pas à son équipe. À lui en personne. Jasmine enregistra également une vidéo de 20 minutes expliquant tout ce qu'elle avait découvert. Les noms, les dates, les sommes d'argent, les liens avec les soldats décédés. Elle la téléchargea sur un serveur sécurisé avec pour instruction de la diffuser automatiquement si elle ne se connectait pas toutes les 72 heures. « Tu es sûr de vouloir suivre cette voie ?» demanda Mama Rose la veille du retour de Jasmine à Washington. « Ces garçons sont morts en me faisant confiance pour les protéger, » répondit Jasmine. « Je les ai déjà laissés tomber une fois, je ne les laisserai pas tomber une deuxième fois. » Mama Rose bénit sa petite fille comme elle avait béni les manifestants pour les droits civiques 60 ans plus tôt. « Tu as le sang des combattants dans les veines, mon enfant, rends-les fiers. » Jasmine serra sa grand-mère dans ses bras, sachant que c'était peut-être la dernière fois. La guerre était sur le point de commencer. La salle d'audience de la base aérienne d'Andrews était bondée. Le colonel Jasmine Rivers était assise à la table des accusés, face au juge Benjamin Clark et à la procureure Patricia Williams. Les deux officiers avaient été soigneusement sélectionnés par Ace, qui avait placé de fausses preuves pour s'assurer qu'il se prononcerait contre Jasmine. « Colonel Rivers, vous êtes accusé de négligence dans l'exercice de vos fonctions ayant entraîné la mort de 3 soldats, annonça le major Williams. Jasmine regarda la tribune où le général Hayes était assis dans son uniforme d'apparat, les médailles brillant au soleil. Sa femme Linda regardait depuis son lit d'hôpital, via une liaison vidéo, trop faible pour assister à l'audience en personne. « Comment plaidez-vous » demanda le juge Clark. « Non coupable », répondit Jasmine fermement. Le procureur présenta d'abord ses arguments. Des transcriptions radio montraient que l'unité de Jasmine avait utilisé du matériel défectueux, des rapports médicaux sur les 3 soldats décédés, des dossiers d'entraînement suggérant un manque de leadership. Tout cela avait été fabriqué ou déformé pour faire passer Jasmine pour une incompétente. Le colonel Rivers n'a pas inspecté correctement l'équipement avant le déploiement, a soutenu Williams. Sa négligence a coûté la vie à 3 Américains. Lorsque vint le tour de Jasmine de se défendre, elle se leva lentement. Votre honneur, la seule négligence ici est celle des généraux qui ont vendu la vie d'Américains pour payer des médecins suisses. Le juge Clark a frappé son marteau. Colonel, vous limiterez votre témoignage aux faits pertinents. Ce sont des faits, a rétorqué Jasmine. Le sergent Cole, le caporal Martinez et le soldat Anderson sont morts parce que quelqu'un leur a donné des gilets pare-balles chinois qui se déchirent lorsqu'ils sont touchés par des balles. « Ça suffit !» a crié Clark, mais Jasmine a continué à parler. Sentinel Defense a facturé 900 $ pour des gilets pare-balles qui en coûtent 100 à fabriquer. Les 800 $ supplémentaires ont été versés sur des comptes médicaux en Suisse. J'ai des relevés bancaires, des factures, des photos des numéros de série. Ace a senti son cœur s'emballer lorsque Jasmine a révélé des détails précis que seule une personne ayant accès à ces dossiers pouvait connaître. Quelqu'un dans cette pièce a accepté de l'argent sale, continua Jasmine en fixant Ace du regard. Et lorsque mes soldats ont trouvé des preuves, ils ont été assassinés pour les faire taire. Colonel Rivers, vous êtes coupable d'outrage à la cour, ordonna Clark. Garde, arrêtez-la. Alors que les policiers militaires s'avançaient avec des menottes, Jasmine fit une dernière déclaration qui allait tout changer. Les preuves sont déjà entre de bonnes mains. La vérité sera révélée. Ace la regarda être emmenée, se demandant exactement quelles preuves elle détenait et qui pouvait les avoir. Il était sur le point de le découvrir. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement dans un fracas qui fit sursauter tout le monde. Le général Marcus Thompson entra d'un pas décidé, vêtu de son uniforme d'apparat, suivi de 6 agents de différentes agences. Des insignes du FBI, de la police militaire et du bureau de la responsabilité gouvernementale étaient visibles sur leurs costumes. « Ce tribunal militaire est suspendu », annonça Thompson d'une voix autoritaire. Le juge Clark se leva, perplexe. « Général Thompson, vous n'avez aucune compétence ici. » Thompson brandit une pile de mandats fédéraux. « J'ai compétence partout où la corruption touche les soldats américains. » Derrière lui, les agents se déployèrent pour bloquer toutes les issues. Hayes sentit son estomac se nouer lorsqu'il reconnut la précision coordonnée d'une opération planifiée.
Il y a 2 jours, une femme de 86 ans nommée Rose Williams est venue dans mon bureau, dit Thompson en s'adressant à toute la salle d'audience. Elle m'a apporté des preuves qui vont bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur cette affaire. Il ouvrit une mallette et en sortit la clé USB cryptée que Jasmine avait donnée à sa grand-mère. Maman Rose m'a dit que sa petite-fille allait mourir en essayant de faire ce qui était juste. Elle m'a dit que j'étais le seul espoir de Jasmine. Thompson inséra la clé USB dans un ordinateur portable connecté à l'écran de la salle d'audience. Des documents financiers apparurent, montrant des flux financiers provenant de contrats militaires vers des comptes médicaux suisses. « Général Hayes, vous avez approuvé plus de 2 millions de dollars de contrats frauduleux, annonça Thompson. Cet argent a servi à payer le traitement contre le cancer de votre femme, tandis que des soldats américains mouraient à cause d'équipements défectueux. Hayes sentit la pièce tourner autour de lui. Tout le monde le fixait. Le visage de Linda sur l'écran vidéo était sous le choc. « Richard, de quoi parle-t-il » murmura-t-elle depuis son lit d'hôpital. Thompson continua à lire les preuves fournies par Jasmine. Le major Collins et le capitaine Foster ont reçu chacun 100 000 dollars pour accélérer les autorisations. Sentinel Defense est une société écran servant au blanchiment d'argent international. Le procureur et le juge avaient l'air paniqués. Sans le savoir, ils avaient participé à un procès truqué destiné à faire taire la seule personne capable de révéler la vérité. Mais la plus grande surprise, dit Thompson, c'est ce qui est arrivé aux 3 soldats que tout le monde croit morts. Il se dirigea vers les portes de la salle d'audience et fit signe à quelqu'un à l'extérieur. « Sergent Cole, caporal Martinez, soldat Anderson, veuillez entrer. » Les portes s'ouvrirent à nouveau. 3 hommes en uniforme militaire entrèrent. Ils étaient plus minces qu'auparavant, avaient laissé pousser leur barbe, mais ils étaient indéniablement vivants. Jasmine faillit s'évanouir. Ces soldats, ces garçons, étaient vivants. Hayes s'effondra complètement, réalisant qu'il avait été pris depuis le début. Le véritable procès ne faisait que commencer. Jasmine regardait ces 3 soldats, complètement incrédule. Marcus Cole s'avança le premier, son sourire familier inchangé malgré 4 mois passés dans la clandestinité. « Désolé pour la supercherie, colonel, » dit-il. « Mais le général Thompson nous a sauvé la vie. » Thompson expliqua la situation, tandis que les marshals fédéraux s'apprêtaient à arrêter Hayes. Lorsque nous avons intercepté des communications concernant l'élimination des témoins, nous avons lancé l'opération Lazarus. Nous avons dû simuler leur mort, afin de les protéger pendant que nous montions un dossier en béton. Diego Martinez semblait plus mince, mais en bonne santé. « Ils nous ont dit que vous nous croyiez morts, madame. C'était le plus dur, savoir que vous pleuriez notre mort. » Tyler Anderson acquiesça. « Nous voulions vous contacter, mais Thompson a dit que nos vies dépendèrent de notre capacité à rester cachés jusqu'à aujourd'hui. » Les mois passés dans des refuges avaient été difficiles. 3 soldats coupés de leur unité, de leur famille, de toute leur vie. Ils avaient regardé les reportages sur leur propre mort, vu leur famille pleurer lors de funérailles vides. « Nous avons utilisé les corps de sans-abri morts de cause naturelle, » expliqua Thompson à la salle d'audience stupéfaite. « Nous avons modifié les dossiers dentaires, rempli des certificats de décès. Tout le monde devait croire qu'ils étaient morts. » Jasmine sentit des années de culpabilité et de traumatisme se dissoudre instantanément. Les cauchemars, la culpabilité du survivant, la colère contre elle-même pour ne pas avoir réussi à les protéger, tout cela reposait sur un mensonge destiné à leur sauver la vie. Hayes était affalé sur sa chaise, comprenant enfin que Thompson l'avait observé depuis le début. Chaque appel téléphonique, chaque transaction financière, chaque ordre d'éliminer des témoins avait été surveillé et enregistré. Les paiements médicaux en Suisse, les contrats d'équipement, la corruption des auditeurs, nous avons tout documenté, a déclaré Thompson. La voix de Linda est sortie faiblement de la liaison vidéo de l'hôpital. « Richard, qu'avons-nous fait ?» La vérité était dévastatrice. Hayes pensait voler en secret pour sauver sa femme. Au lieu de cela, il avait participé sans le savoir à une enquête complexe qu'il avait pris en flagrant délit. « Monsieur, quand l'avez-vous su ?» demanda Cole à Thompson. « Il y a 6 mois, des rapports inhabituels sur des accidents ont commencé à arriver sur mon bureau. Des soldats mouraient à cause de défaillances de leur équipement. J'ai ordonné la surveillance de toute personne liée à l'approvisionnement militaire. » Thompson avait passé des mois à préparer le piège parfait. Il avait laissé Hayes croire qu'il s'en tirait à bon compte tout en rassemblant des preuves qui détruiraient tout le réseau. « Le plus dur a été de voir souffrir le colonel Rivers, » admit Thompson. «
Mais son chagrin sincère a rendu la supercherie crédible. Les véritables conséquences allaient maintenant commencer. Thompson s'avança vers l'avant de la salle d'audience, tenant un épais dossier marqué « Classifié ». La révélation qu'il s'apprêtait à faire allait détruire Hayes complètement. « Général Hayes, vous pensiez voler de l'argent pour sauver votre femme, dit Thompson. La vérité est bien pire. » Il ouvrit le dossier et étala des documents financiers. Numéro de routage bancaire, relevé de virements électroniques, documents relatifs à la propriété de l'entreprise. Sentinel Defense n'est pas seulement un entrepreneur militaire corrompu, c'est une société écran pour le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Les 2,3 millions de dollars que vous avez aidé à voler n'étaient pas de l'argent propre. Hayes avait l'air confus. Que voulez-vous dire? Ces paiements médicaux en Suisse que vous avez autorisés? Ils ont été versés à des cliniques appartenant à des oligarques russes. L'argent était blanchi grâce à de faux traitements médicaux avant d'être transféré à des organisations terroristes. La pièce fut plongée dans le silence. Le visage de Linda sur l'écran vidéo était horrifié. Les cartels mexicains, la mafia russe et les groupes terroristes du Moyen-Orient ont tous utilisé vos paiements médicaux pour blanchir de l'argent sale, continua Thompson. Chaque dollar qui a servi à payer les traitements de Linda provenait du trafic de drogue, de la vente d'armes et de la traite d'êtres humains. Hayes se sentit physiquement malade. Il pensait sauver sa femme avec des fonds militaires volés. Au lieu de cela, il avait aidé les ennemis de l'Amérique à blanchir de l'argent sale. « Montrez-lui les liens », ordonna Thompson à un agent du FBI. Des graphiques apparurent à l'écran, montrant l'argent transitant des comptes bancaires des cartels au Mexique vers des sociétés écrans russes, puis vers des établissements médicaux suisses, et enfin vers des cellules terroristes en Syrie et en Afghanistan. Les soldats que vous avez envoyés combattre les groupes terroristes, vous financiez leurs ennemis, déclara Thompson. Hayes s'effondra complètement. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. Marcus Chen, de Sentinel Defense, savait exactement ce qu'il faisait, répondit Thompson. Il vous a identifié comme quelqu'un de désespéré et vulnérable. Le cancer de votre femme faisait de vous une cible parfaite. Linda parla depuis son lit d'hôpital d'une voix à peine audible. Richard, nous avons accepté de l'argent sale, l'argent de personnes qui font du mal à des enfants. Thompson sortit des dossiers médicaux. Madame Hayes, les traitements que vous avez reçus étaient réels, les médecins étaient légitimes, mais le financement provenait des pires criminels de la planète. Je veux que ça cesse, dit Linda. Plus de traitements avec de l'argent sale. Je préfère mourir honnête que vivre corrompu. Hayes prit conscience de l'ampleur de sa trahison. Il n'avait pas seulement trahi les soldats américains, mais tout ce qu'il avait juré de protéger. Son désespoir de sauver Linda avait fait de lui un instrument entre les mains de criminels internationaux. Combien de soldats sont morts à cause du matériel que j'ai approuvé? Demanda-t-il. Thompson consulta ses notes. 23 décès confirmés directement liés à des gilets pare-balles et des casques défectueux. 23 familles détruites parce que Hayes a choisi sa femme plutôt que son devoir. Le général Richard Hayes se leva lentement, sa prothèse de jambe le rendant instable. 32 ans de service militaire, des médailles couvrant sa poitrine et une réputation fondée sur l'honneur. Tout s'écroulait en un instant. « J'avoue tout », dit-il d'une voix brisée. « J'ai approuvé des contrats frauduleux. J'ai accepté des pots de vin. J'ai causé la mort de 23 soldats américains. » La salle d'audience était complètement silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Linda, retransmis par la vidéo depuis l'hôpital. « Je peux vous donner les noms, les numéros de compte bancaire et les coordonnées de toutes les personnes impliquées, continua Hayes. Marcus Chen, les propriétaires de la clinique suisse, les auditeurs que j'ai soudoyés. Je témoignerai contre eux tous. » Thompson s'avança. « Général, vous comprenez que vous risquez la prison à vie? »« Je comprends, » répondit Hayes. « Mais j'ai une seule requête. Veillez à ce que Linda reçoive des soins médicaux appropriés, de vrais soins, payés avec de l'argent propre. » La voix de Linda résonna faiblement à l'écran. « Richard, non. Je ne veux pas de traitement payé avec le sang des soldats américains. Je préfère mourir dans la dignité, plutôt que de vivre dans la honte. » Leur fille Sarah, qui regardait depuis son internat en Allemagne, s'exprima par vidéoconférence. « Papa, je démissionne de l'armée, je ne peux pas porter l'uniforme que tu as déshonoré. » Mais c'est Rebecca, leur fille cadette, qui surprit tout le monde. Elle avait pris l'avion depuis la Californie et était assise dans la tribune du tribunal.
« Papa, tu t'es trompé sur beaucoup de choses, dit-elle en se levant. Tu n'as jamais accepté mon mode de vie. Tu as dit des choses dures sur ceux que j'aime. Mais en te voyant s'effondrer comme ça, je vois que tu es toujours mon père. Un homme brisé qui a fait des choix terribles parce qu'il aime maman. » Ace regarda sa fille, les larmes aux yeux. « Rebecca, je suis désolée. Pour tout. Tu méritais mieux. » « Nous avons tous les deux commis des erreurs, dit-elle. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour en réparer certaines. Thompson tendit des documents à Hayes pour qu'il les signe. Votre coopération sera prise en compte lors de la détermination de la peine. Mais comprenez bien que les familles des soldats décédés méritent justice. Ils méritent plus que justice, dit Hayes. Ils méritent réparation. Chaque dollar que nous avons récupéré sur les comptes criminels doit leur revenir. Les fonds pour les études des enfants, le soutien aux veuves. Linda reprit la parole depuis son lit d'hôpital. L'argent de nos comptes personnels aussi. Tout ce qui nous reste. Donnez-le aux familles que nous avons blessées. Hayes signa confession après confession, révélant tout le réseau de corruption qui avait coûté la vie à des Américains. Sa transformation de héros décoré en criminel brisé était achevée, mais quelque chose d'inattendu commençait. Les premiers pas vers la rédemption. À 6 heures précises le lendemain matin, des arrestations coordonnées ont commencé dans 6 pays. Thompson avait passé des mois à travailler avec Interpol, le FBI et les services de renseignement militaire pour planifier des raids simultanés. Dans les bureaux du Pentagone, le major Collins et le capitaine Foster ont été arrêtés à leur bureau. Les deux hommes avaient déjà dépensé leur pot de vin de 100 000 $ pour acheter de nouvelles maisons et des voitures de luxe. Marcus Chen a été arrêté à l'aéroport de Dulles alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol à destination de Dubaï. Son ordinateur portable contenait des communications avec des chefs du crime russe et des plans détaillés pour étendre l'opération de blanchiment d'argent. En Suisse, la police a fait une descente dans 3 cliniques médicales. Le docteur Werner et son personnel étaient des médecins légitimes, mais les propriétaires de la clinique ont été arrêtés pour crimes financiers. Les dossiers des patients révélaient des centaines de faux traitements utilisés pour justifier des transferts d'argent suspects. Les comptes bancaires des îles Caïmans ont été gelés, contenant 8,7 millions de dollars de fonds criminels récupérés. Des experts financiers ont retracé l'argent jusqu'à des sociétés écrans dans 12 pays différents. Hayes a fourni les mots de passe et les coordonnées qui ont permis de démanteler tout le réseau. Sa coopération a conduit à l'arrestation de 23 intermédiaires qui avaient aidé à transférer de l'argent entre des organisations criminelles. « Toutes les personnes que vous avez nommées ont été arrêtées », a déclaré Thompson à Hayes lors d'un entretien en prison à Fort Leavenworth. « Vos informations ont sauvé des vies en mettant fin au financement du terrorisme. » Mais le coût personnel a été dévastateur. Sarah a démissionné de l'armée et a rejoint Médecins sans frontières, refusant de servir dans une institution corrompue par son père. Linda est décédée paisiblement 6 mois plus tard, après avoir refusé tous les traitements coûteux. Elle a passé ses derniers mois dans un hospice où Hayes lui rendait visite tous les jours sous bonne garde. Elle lui a pardonné avant de mourir. Rebecca a surpris tout le monde en rendant régulièrement visite à son père en prison. Leur relation, endommagée par des années de désapprobation conservatrice de sa part, a lentement commencé à se réparer. « Je comprends maintenant le désespoir », lui a-t-elle dit lors d'une visite. « Tu as fait des choses terribles, mais tu les as faites par amour. » Jasmine a été promue brigadier général et s'est vue offrir des postes de commandement au Pentagone. Les médailles et les honneurs lui semblaient vides de sens comparés au fait que 23 familles avaient tout perdu à cause de la corruption qu'elle avait dénoncée. Cole, Martinez et Anderson reprirent leur service actif, promus pour leur courage dans la collecte de preuves. Les 4 mois passés dans la clandestinité avaient créé un lien unique entre eux. « Nous sommes en vie parce que tu t'es battu pour la vérité », dit Cole à Jasmine lors de leur cérémonie de retrouvailles. L'argent récupéré, 8,7 millions de dollars, fut placé dans un fonds spécialement destiné aux familles des soldats tués par du matériel défectueux. Hayes insista pour gérer ce fonds depuis la prison, afin de s'assurer que chaque famille reçoive un soutien maximal. La justice avait suivi son cours, mais la guérison prendrait beaucoup plus de temps. 2 ans après le procès, le général Jasmine Rivers franchit les portes de la prison militaire de Fort Leavenworth.
Elle portait un dossier rempli de documents et le cœur lourd, alors qu'elle s'apprêtait à rendre visite à l'homme qui avait causé tant de souffrance. Hayes avait vieilli, maigri, et portait l'uniforme standard de la prison à la place de son uniforme décoré. Sa prothèse avait été remplacée par un modèle basique et son attitude autrefois fière avait disparu. « Merci d'être venu », dit-il doucement, alors qu'il s'asseyait face à face dans la salle des visites. « Je ne suis pas venu pour vous pardonner », répondit Jasmine sans détour. « Je suis venu parce que les familles des soldats morts méritent de savoir que vous payez le prix de vos actes. » Hayes acquiesça. « Je comprends. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Le fonds a distribué la totalité des 8,7 millions de dollars. Chaque famille a reçu de l'argent pour payer les frais de scolarité, les remboursements hypothécaires et les frais de subsistance. » Il lui montra les dossiers qu'il avait conservés depuis sa sortie de prison. Des tableaux répertoriant chaque dollar, des lettres de remerciement des familles, des lettres d'admission à l'université des enfants des soldats. « Jennifer Cole commence ses études de médecine le mois prochain, » dit Hayes. « Son père, Marcus, est mort en portant une armure défectueuse que j'avais approuvée. Aujourd'hui, sa fille va sauver des vies grâce à l'argent que nous avons récupéré et que j'ai aidé à voler. » Jasmine parcourut les documents. 23 familles, chacune recevant une aide substantielle. Des enfants qui allaient à l'université alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. Des veuves qui conservaient leur maison. Des parents qui obtenaient l'aide dont ils avaient besoin. « Cela ne ramènera pas leur père, dit-elle. « Non, bien sûr que non, admit Hayes. Mais c'est la seule chose que je puisse faire d'ici. » Rebecca rendait visite à son père chaque semaine, et leur relation se reconstruisait lentement. Elle était devenue avocate spécialisée dans les droits des anciens combattants, canalisant la honte de sa famille pour aider d'autres familles de militaires. Sarah est revenue de son travail médical à l'étranger et s'est réconciliée avec l'armée après avoir vu comment le fonds de son père aidait les familles des soldats. Elle s'est spécialisée dans le traitement des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique et de blessures traumatiques. Thompson a pris sa retraite après avoir mis en place de nouveaux systèmes de contrôle des achats militaires. Ces réformes ont rendu presque impossible la répétition d'un scandale du type Hayes. Cole, Martinez et Anderson ont continué à servir ensemble, leur expérience commune créant un lien indestructible. Leur unité est devenue célèbre pour ses performances exceptionnelles et son intégrité absolue. Linda est morte paisiblement. Elle a passé ses derniers mois à écrire des lettres aux familles des soldats morts à cause du scandale des équipements. Chaque lettre exprimait un remords sincère et une responsabilité personnelle. « Ta mère a aussi pris ses responsabilités, » dit Jasmine à Hayes. « Cela a beaucoup compté pour les familles. » Hayes baissa les yeux vers ses mains. « Elle était meilleure que je ne le méritais. Elle est morte dans l'honneur, tandis que je vis dans la honte. »« Ça peut-être, » répondit Jasmine en se levant pour partir. « Mais vous utilisez cette honte pour aider les gens. C'est déjà ça. » Alors qu'elle s'éloignait, Hayes retourna dans sa cellule pour continuer à gérer le fonds qui allait soutenir les familles des militaires pendant de nombreuses années. 3 ans après la cour martiale, le général Jasmine Rivers se tenait devant 500 cadets à l'Académie militaire de West Point, la même institution où elle avait appris l'honneur et le devoir 30 ans plus tôt. « Le leadership, ce n'est pas être parfait, » dit-elle aux jeunes officiers. « C'est faire ce qui est juste quand tout en vous vous pousse à choisir la facilité. » Dans l'assistance, Cole, Martinez et Anderson étaient assis en grande tenue, désormais sous-officiers supérieurs formant la prochaine génération de soldats. Leur histoire de survie était devenue légendaire dans les milieux militaires. « 3 de mes soldats ont découvert une corruption qui coûtait la vie à des Américains, » a poursuivi Jasmine. « Ils ont choisi le devoir plutôt que la sécurité. Ils ont choisi la vérité plutôt que le silence. » Pendant ce temps, à Fort Leavenworth, Hayes travaillait à son bureau dans la bibliothèque de la prison. Après 5 ans d'une peine de 25 ans, il gérait le fonds commémoratif qui, grâce à des investissements judicieux, s'élevait désormais à 12 millions de dollars. Rebecca lui rendit visite cet après-midi-là, lui apportant des photos de son travail auprès des familles d'anciens combattants. « Papa, la famille Martinez vient d'acheter sa première maison, dit-elle. Le fonds a couvert la compte. » Hayes sourit tristement. Diego était un bon soldat. Sa famille mérite mieux que ce qu'elle a eu. Sarah avait repris du service dans l'armée en tant que médecin.
spécialisée dans le traitement des soldats blessés par des équipements. Son travail avait permis d'améliorer les gilets pare-balles, sauvant ainsi des centaines de vies. Les réformes de Thompson avaient porté leurs fruits. Les achats militaires nécessitaient désormais plusieurs autorisations, des audits externes et des tests d'équipement qui rendèrent la corruption pratiquement impossible. Au Pentagone, Jasmine occupait un nouveau poste axé sur la formation à l'éthique militaire. Elle avait créé des programmes visant à faire comprendre aux futurs officiers le coût réel des compromis. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Mama Rose, âgée de 89 ans, mais toujours aussi vive. « Je t'ai vu aux informations, ma petite fille. Ton père serait fier de toi. » Après son discours, Jasmine se rendit au cimetière national d'Arlington. Elle se rendit dans la section 60, où étaient enterrés de nombreux soldats morts récemment à la guerre. Parmi eux se trouvaient les 23 soldats qui avaient perdu la vie en utilisant du matériel défectueux. Elle déposa des fleurs sur chaque tombe et lut les noms à haute voix. Sergent Williams, 24 ans. Caporal Johnson, 22 ans. Soldat de première classe Davis, 19 ans. Chaque nom représentait une famille détruite par la corruption, mais aussi une vie honorée par les réformes qui ont suivi. Hayes purgea l'intégralité de sa peine et géra le fonds jusqu'à sa mort. Ses filles poursuivirent son œuvre, veillant à ce que les familles des militaires bénéficient d'un soutien pendant des générations. Le réseau corrompu fut complètement démantelé. La coopération internationale avait démantelé des opérations de blanchiment d'argent dans 6 pays. En rentrant chez elle, Jasmine repensa aux jeunes cadets auxquels elle s'était adressée. Ces futurs leaders qui seraient de confronter à leurs propres épreuves. Le cycle se poursuivait. L'honneur enseigné, l'intégrité transmise, et la promesse que les soldats américains ne seraient plus jamais trahis par ceux qui avaient juré de les protéger. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais elles peuvent donner naissance à quelque chose de plus fort que ce qui a été brisé.